Cet homme qui marche dans la forêt ne pouvait pas montrer son visage. À l'âge de 19 ans, il n'aurait pas pu vous dire qui il était exactement. Il n'aurait même pas pu le dire à ses meilleurs amis. Cet homme était un résistant. Résistant. Solide, robuste, résistant, qui supporte des conditions difficiles. Résistant, qui s'oppose à l'occupation du territoire par l'ennemi. Résistant, qui supporte bien les épreuves. C'était un homme contre Hitler et l'occupation allemande. Cet homme s'appelle Martial Faucon, participant à la vie du premier maquis de l'armée secrète en Forêt-Barade, dans le département de la Dordogne. Il s'agissait d'une douzaine de jeunes volontaires, devenus une bonne centaine, d'avril à août 1944. Le but de cette force armée était de préparer le débarquement des Alliés, la libération du territoire. Qu'a-t-il fait là? Si vous l'écoutez, il n'a rien fait. Donc là, on est sur les lieux du maquis du Tenonnet, enfin comment maquis de la Forêt-Barade. Tout est inscrit ici. Ici, il fut installé au début de l'an 44. C'était la tactique de l'armée secrète, c'était tous ces jeunes qui ne voulaient pas partir en Allemagne travailler, comme ils y étaient contraints, ils étaient rassemblés ici, au départ par un petit groupe, et le but c'était effectivement de se former aux techniques de la guérilla. Alors la décision de les intercepter a été prise sur le champ par les responsables. Voilà, et puis ça Et vous êtes parti avec des armes vers la route pour leur tirer dessus? Oui, mais il y avait un petit groupe de vieux maquisards, comme on dit, qui étaient expérimentés un petit peu. Ce sont eux qui ont participé à l'attaque. Ainsi d'ailleurs que les gendarmes. Il y avait 2 gendarmes qui sont venus avec leur fusil mitrailleur, qui ont participé à l'attaque. Oui. C'est pas un climat assez dangereux quand même? Vous dites pas on va tous y passer? Oui, bon. Qu'est-ce que vous dites? On va tirer, on va tirer, puis après. En principe, dans une embuscade, la consigne, c'était pas d'engager un combat frontal. Hein. C'était pendant quelques minutes d'engager le combat, le feu sur l'ennemi, mais pas corps à corps, mais d'assez loin, et de lui causer le plus de pertes possible et de s'en aller par le chemin qui a été prévu pour cela. Parce qu'il fallait toujours, mais c'est un principe dans l'armée, c'est toujours avoir un chemin de repli. Voilà. On a attaqué les roulements des chars avec des fusils mitrailleurs. Et bien entendu, on les a immobilisés. Et il a fallu se replier, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous partez? Vous n'attendez pas que les Allemands se mettent à tirer? On se replie, on prévoit toujours un repli parce qu'on ne pouvait pas tenir, bien entendu, contre les chars. Ce qui fait que on s'est replié, ils nous ont tiré avec des mortiers, c'est-à-dire des tirs à courbe. Et bien entendu, il n'y a pas eu de blessés. Vous étiez combien? Je devais partir dans les bois et plus de nouvelles. C'est terrible, oui, quand on quitte la famille et puis qu'on n'a plus de contact, c'était obligé parce qu'il fallait éviter les va-et-vient. Ça, on leur disait, il y avait des jeunes qui voulaient partir chez eux parce qu'il y avait des jeunes qui étaient de Tenon, d'autres qui étaient de côté de Faussemagne, là. Mais on leur interdisait parce que ce va-et-vient avec les gens qui travaillaient avec le Gestapo, c'était dangereux, très dangereux même.
on faisait les gâteaux, on partait avec nos vélos et on portait les gâteaux à ces garçons qui vivaient. Ça paraît puéril de dire on leur portait des gâteaux, mais c'était important pour eux. On leur portait aussi des gâteries, enfin bon, bref. Et on était là. Et on était là. Et en fait, moi, je n'ai pas transporté d'armes. C'est mon père qui se chargeait de ces choses. C'était, par contre, notre maison, parce que on était tous les deux, j'avais perdu maman très jeune, et la maison était ouverte les nuits, le jour, à ceux qui avaient besoin, en passant, de se coucher, de se cacher une nuit avant de partir au maquis. Voilà, j'avais un garçon qui était complètement fou. Il couchait à la maison avec les grenades tout autour de son lit, comme s'il avait été prêt à l'assaut tout le temps. Et moi j'avais une trouille terrible parce que les grenades, les revolvers, j'avais pas peur. Papa m'avait appris, mais les grenades, ça me terrorisait. Et un jour, j'ai dit à papa, écoute, apprends-moi à désamorcer les grenades, parce que moi, quand je fais le ménage dans la chambre de Philippe, je suis terrorisée avec ça. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à désamorcer les grenades. C'est pas pour les jeter, c'était pour ne plus avoir peur. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'ai rien fait. Donc, le dimanche matin, je fais la grasse matinée, tranquille, et puis, bon, non, heureusement, vous n'avez pas remarqué ça, mais dans les moments importants, graves, il y a toujours un silence extraordinaire. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a aucun bruit. Donc je me réveille et je n'entends aucun bruit. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les volets, les fenêtres des maisons étaient fermées. Je dis c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Mon ami avait fait arrêter la voiture des Allemands en face d'une autre maison que la mienne, pensant elle va avoir le temps de s'en aller. Et les Allemands devaient lui demander où était la maison du maire, et elle montrait la maison à côté de la mienne, qui était la Perception. Elle montrait cette maison. Et quand les Allemands sont arrivés sur les marches pour sonner à cette maison, elle a dit, bon, elle a dû avoir le temps de partir, maintenant. Elle a dit, non, c'est pas là, c'est là. Donc les deux Allemands sont arrivés, et moi, au lieu de partir, parce que j'en avais la possibilité, je suis allée leur ouvrir la porte. On ne fait que ce qu'on doit faire dans la vie, et moi, ce jour-là, c'était ma vie qui se jouait de cette façon. Ils m'attrapent, ils m'envoient promener sur le trottoir et ils me font monter dans la voiture avec mon ami. Et en fait, quelque part, c'est comme si j'avais été solidaire et contente d'être avec elle. C'est difficile d'expliquer ça, mais oui. Je me disais, elle n'est pas toute seule, attends, à 17 ans, je n'allais pas la protéger, elle, de quoi que ce soit. Et dans des circonstances pareilles, je ne pouvais pas grand-chose. On ouvre la partie toutes les deux, mon ami et moi, dans la voiture découverte avec les Allemands, dont un qui parlait très bien français. Et ils étaient deux, et il y en a un qui parlait à mon ami en allemand, et l'autre qui devait me dire la même chose à moi en français. Et comme ce qu'il me demandait, c'était où était le maquis, moi je dis il n'y en a pas. Mais ils avaient trouvé des traces dans la mairie, ils avaient trouvé des écussons, ils avaient trouvé des tracts, ils avaient trouvé des traces de présence pas normale. Ils ont tiré des coups de canon partout autour, là où ils voyaient des gens. Et ils nous montraient les gens qui se sauvaient. Et je leur disais, ils ont peur. Ils savent que vous êtes là, vous tirez dessus, donc ils ont peur. C'est normal comme réaction. C'est pas des maquisards. Et puis, ce jour-là, ils tiraient sur tout le monde. Et ils tuaient des gens même simplement parce qu'ils étaient là. Ils me demandent à moi de venir devant le... Ils avaient un canon qui tirait là. Et ils me demandent de venir devant.
je vais devant les canons, et puis, mais devant. Et à un moment, je me retourne et je vois un soldat qui était en train de mettre probablement un obus dans le canon. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis couchée et le coup est parti. J'ai vu une énorme boule rouge, j'ai été sourde pendant 3 jours, je ne sais pas combien de temps, et voilà. Et ils riaient, ils étaient heureux comme tout. Est-ce qu'ils avaient voulu me faire peur? Est-ce que si j'avais pas bougé, je serais depuis longtemps dans les nebbes? Et là, je suis revenue m'asseoir sur le talus où j'étais avec ma copine. Oh, mais j'ai dit, mais on va pas se faire tuer comme des lapins, là, toutes les deux. J'ai eu un moment de révolte. Mais elle voyait bien qu'elle pensait vraiment qu'on était toutes les deux condamnées. Parce que peut-être ce qui nous a sauvés, c'est qu'elle ait pu parler en allemand. Petit à petit, les voitures sont parties, les hommes montaient dans les voitures et on restait toutes les deux sur le fossé avec les fusils mitrailleurs dans le dos. Et à un moment, j'ai dit à Lily, j'ai dit, tu sais, moi, dès qu'on nous embarque dans le camion, il y a un petit chemin, je connaissais bien, un petit chemin sur le côté, je saute et tu sauteras avec moi. On courra, on partira. Et on a été les dernières, toutes les voitures sont parties, et là je me disais, bon, c'est le dernier fusil qui va nous tuer. Et non, on est restés toutes les deux sur le talus, on s'est regardés, on a pleuré, on s'est embrassés, on a eu un moment de décompression. Et moi, je suis rentrée à la maison, voilà, je suis revenue chez moi. Et puis, j'ai dit, maintenant, je vais monter, retrouver mon amie Lily, qui doit être chez elle. Et elle n'était pas allée chez elle, elle avait eu tellement peur. Je l'ai cherchée un peu dans les maisons avoisinantes. Et en fait, elle était allée se cacher dans le chœur de l'église, tellement elle avait eu peur. Mais elle était adulte, donc elle avait peut-être une autre... et j'ai appris après qu'elle était enceinte du fils qu'elle a eu, donc elle avait autre chose qui était plus fort probablement pour la retenir à la vie que moi, parce que tu sais, quand on a 17 ans, qu'est-ce que ça veut dire la mort? C'est complètement abstrait. Comment veux-tu, même maintenant, j'ai vu mourir mon mari, j'ai vu mourir des gens, mais ça reste toujours abstrait pour soi. Les clivages augmentaient, si vous voulez, les gens qui étaient dans la résistance ou qui soutenaient la résistance n'appréciaient pas ceux qui faisaient l'inverse et qui disaient, vous, les maquisards, c'est tous des voyous, c'est tous des bandits, c'est... Hein, tu vois, vous voyez, ça devenait difficile à supporter au fil du temps. Et quelque part... il y avait une crainte aussi. Moi, nous avions un voisin qui était collaborateur, pas milicien, mais collaborateur, et moi, tous les soirs, je m'en suis rendu compte à un moment, on écoutait la radio anglaise, bien sûr, et il venait devant ma porte, sur la terrasse de ma maison,
pour écouter, quand on écoutait Radio Londres. Bon, il aurait pu s'en passer, mais j'ai pu écouter à cet endroit-là, on l'écoutait ailleurs, mais voilà. Il vous a jamais dénoncé? Non. Non, 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 non. Mais il y avait des... C'est tout le temps la même chose. Il y avait des gens qui avaient des convictions, qui trouvaient que l'ordre établi, installé, c'était quelque chose, et que le maquis, c'était la pagaille, c'était la... Mais il vous dénonçait pas pour autant? Ah non, il y en a beaucoup qui n'ont pas dénoncé, mais il y en a qui ont dénoncé. Il y a eu des choses absolument aberrantes. L'être humain. Je me rappelle un jour, j'étais à l'épicerie, puis il y avait la femme de médecin qui était, on les appelait les collabos, qui étaient collaborateurs, ce qui ne veut pas dire miliciens. Collaborateurs, c'est qui soutenaient d'abord le gouvernement de Pétain et puis après les Allemands. Et j'achetais des prunes sèches. Et cette femme est arrivée et elle m'a dit, en me toisant comme ça avec mépris, j'espère qu'un jour vous en ramasserez sur le coin de la figure des pruneaux. C'est très violent. Je trouvais que c'était pas très sympa. Mais elle m'a pas dénoncé. Il n'y a pas eu de... voilà. Mais on avait aussi à vivre avec des gens qui étaient comme ça, qui pensaient qu'on était vraiment de la racaille, quelque part. C'était ça. Le mot, c'était ça. C'est de la racaille. Mais vous savez, moi, on parle, j'ai été blessé, mais quand j'ai été blessé, c'est pareil. Bon, normalement, on faisait des diffusions de tracts. Et ce soir-là, on avait délimité un secteur du Lardin, mais on savait que dans ce lotissement, il y avait des gens pro-miliciens, plus par bêtise que par conviction, ou même souvent pour l'argent. Donc, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude, on avait assuré une protection. Et moi, j'ai toujours pensé que s'il y a eu cette échauffourée, mais enfin, ça a été vraiment très bref, hein, c'est que le gars en question dans le coin a dû signaler au mec qui était à la bachellerie qu'on était en train de bricoler là, et ils ont envoyé une voiture, et puis voilà. Et on vous a tiré dessus alors? Oui, enfin, on m'a tiré dessus. Ils ont tiré, hein. Bon, moi j'en ai pris une, et puis voilà, bon, puis c'est tout. Hein. Ouais. Il y avait un garçon, Hercule, il vous en a peut-être parlé. Non, Hercule, non. Qui était vraiment quelqu'un de fabuleux, qui était capable de lancer une grenade parce qu'il était pris par des miliciens et qu'il n'avait pas d'autre solution. Il leur a dit, ben voilà, je lance la grenade ou je pars. Mais il vous le racontera, ça, parce qu'il l'a vécu, ça, lui. Attention à votre thé. Ah oui, d'accord. Et c'est monsieur... Comment il s'appelle, ce monsieur? Hercule. C'est un grand... Il est vivant, lui, toujours? Oui. Ah, ou alors lui... Alors, voilà. Pourquoi je dis que... Mais c'est pas son nom, Hercule. C'est comment il s'appelle? Ranoux. Je me suis accroupi, parce que c'est dans la jambe, et je me suis accroupi quand j'ai voulu me relever. J'avais des bottes, je me rappelle. Quand j'ai voulu me relever, il n'y avait plus moyen de se relever. Puis tout de suite, ça a pris des proportions, ça a gonflé. Alors on m'a ramené, parce que mes parents habitaient en bas, là. On m'a ramené là, les copains m'ont ramené là comme ils ont pu. Et il a fallu que j'attende. Alors le docteur Daunois n'a pas pu venir parce qu'il était en opération, je ne sais pas où. Et je suis resté comme ça 48 heures sans soins, sans rien. Plus ça allait, plus la jambe gonflait, elle était toute noire. Et puis... Et il y avait besoin de vous l'extraire, la balle, ou elle était partie, la balle? Elle était ressortie, mais elle avait, comme elle m'avait cassé le tibia, et pas le péroné, elle m'a cassé que le tibia, mais elle avait éclaté. Donc j'avais des morceaux, j'ai toujours d'ailleurs, des éclats métalliques partout dans la jambe. Et puis, on a réussi, enfin les copains, pas moi, on a réussi à prendre un contact,
Et 3 jours après, quand même, on m'a amené à Clairvivre, parce que c'était le seul établissement, c'était la faculté de Strasbourg qui était repliée à Clairvivre, et le médecin qui était le doyen de la fac avait accepté de soigner les maquisards. Où ils ont Ouais. tendu une embuscade. Ça a été pareil pour Hercule, il y a eu un moment comme ça. Ah ben vous savez, lui, il ne devait pas y rester, hein, parce qu'un jour, il s'est retrouvé au Lardin, aux 4 routes du Lardin, là où vous êtes passé, avec une camionnette chargée de matériel, d'armes, et il est arrêté par les gardes mobiles qui tenaient le secteur. Et ben voilà, c'est ça aussi qui a fait sa notoriété, parce qu'il est descendu de la voiture avec 2 grenades dans sa main, enfin une dans chaque main, et puis il leur a dit voilà, où je passe, où on me pète tous. Et les mecs ont reculé. Ils ont reculé et donc lui il a pu sur sa route. Une autre fois, ça lui est arrivé à la bachelerie, mais là il était... Dans un premier temps, on a fabriqué des cabanes, des abris, on s'est abrité où c'était possible, mais enfin dans les bois. Et à un moment donné, les Anglais, qui avaient compris nos besoins, ont envoyé, chaque fois qu'ils envoyaient un parachutage, ils envoyaient des parachutes aux couleurs de la nature, c'est-à-dire des branches, etc., pour que les avions ne puissent pas nous repérer. On plantait, on faisait un tour comme ça avec de ce qu'on trouvait de bois flexible, etc., de cette hauteur, un grand tour. On plantait au milieu, on étendait le parachute et on faisait coucher 22 gars là-dessous. Ça veut dire que quand on devait déménager, c'était vite ramassé. Quand le temps est devenu plus froid, on a mis 2 parachutes superposés avec une couche d'air comme ça, et déjà là-dessous, il faisait bon. Il fallait bien s'habiller, mais déjà là-dessous, il faisait bon. Quand on est arrivé en Dordogne, on a trouvé un patelin formidable. Et on arrive à la bachelerie, on rentrait le soir, c'était dans la nuit, on rentrait, et puis à la bachelerie, au carrefour, il y a un barrage, mais la route est complètement barrée. On tourne là, le temps de s'arrêter, on est près du barrage. Et puis, aussitôt arrêté, il y a un gars avec une mitraillette qui est à la porte, un autre passe, j'ai 3 garçons, on est à 3 dans la voiture. Il y en a un qui a sauté quand même et qui est derrière avec sa mitraillette dans le noir. Alors, il criait, éteignez les phares, j'ai jamais éteint, moi. Et j'avais quand même réfléchi, si un jour, parce que le gars qui circule en permanence, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai des camarades de l'interrégion qui ont été arrêtés dans ces conditions. Ils ont pu faire accepter aux gendarmes qui les ont arrêtés de ne pas être à la prison de Brive, mais d'être à la prison de Tulle. Et en négociant, en disant on est quand même des Français, mais ils ont quand même embarqué, quoi. Et c'est un autre groupe, enfin je pourrais vous raconter comment il a fait, c'est un juif allemand d'ailleurs, qui était en Dordogne, qui est venu quand... l'Allemagne est devenue nazie, qui est venu en France et il était là-bas et ça a été un gars admirable. Et alors je tombe sur ce barrage et j'ai un gars avec une mitraillette à côté de moi. Et je m'étais dit, il y a le système, on avait toujours 2 grenades à la ceinture et un revolver à la ceinture. Alors j'avais 2 solutions, il s'avançait vers moi, mais ça ne marchait pas ça. Alors je descends avec une grenade, je la dégoupille, et le gars est en face avec sa mitraillette. Là, à côté de moi, là. Et les autres sont dans le barrage. Ils laissent faire, parce que les contrôles de voiture, il y en a toutes les 10 minutes, ils laissent faire. Et alors, je lui dis, tu vois, j'ai une grenade dégoupillée dans la main. Alors il voit, je tiens la goupille d'une main, je tiens la grenade de l'autre. C'est une grenade défensive, quadrillée, elles sont terribles celles-là. Mais lui ne sait pas ce que j'ai comme grenade, il ne sait pas qu'elle n'explose que 5-6 secondes après qu'elle est...
qu'on a lâché. Alors le gars, il arme sa mitrailleuse. Oh, je dis, bon Dieu, sa mitrailleuse n'était pas armée. Alors moi, je dis, j'ai perdu une occasion. Je peux prendre le canon, lui envoyer un coup de pied entre les jambes. Et alors le gars commence à se reculer, et il y avait, à la Mule Blanche, il y a une maison, et il y a une porte avec un enfoncement qui était là, à côté de lui, il se reculait par là. J'ai dit, toi tu me files une rafale et tu plonges dans la porte. Alors à un moment donné, j'ai laissé tomber ma grenade, allez les gars! Et nous, comme on savait qu'il y avait 5-6 secondes, on fonce de l'autre côté, mais on fonce dans le noir, parce qu'on n'avait pas éteint les phares, alors qu'il nous avait crié, éteignez les phares, éteignez les phares. On fonce dans le noir, et puis lui, il a plongé, quoi, parce que c'était la meilleure solution pour lui de plonger. Et on s'est retrouvés 1 heure après dans un village au-dessus que je connaissais bien. On était en train de casser la croûte parce qu'on s'était sorti de cette affaire comme ça, quoi. Ils nous disent maintenant, il faut oublier votre nom et prendre un nom de guerre. Est-ce que vous avez réfléchi? Non. Alors, j'étais avec ce frère d'adoption qui était plutôt petit, qui vit toujours, il a 15 jours de différence avec moi. Et j'ai dit non, non, pas du tout. Et alors, c'est eux qui donnent le nom. Je suis grand, il m'appelle Hercule, et lui, il appelle Mickey. Et voilà, alors il y avait une sorte de truc là, on mettait un peu d'eau, on baptisait, enfin, mais c'était pour la rigolade, tout ça, quoi. On était libres, on était heureux. Et alors, même le hasard a voulu que mon mari, qui a été chef départemental, vous connaissez son parcours, moi je faisais la tournée en vélo dans le département, et le monsieur qui était une autorité départementale, bon, après son vécu, il avait une facilité de déplacement, il avait une voiture à sa disposition et tout ça. Et une fois j'en ai eu assez, je suis allée le trouver à son siège des FTP ou des FFI, et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas m'attribuer une voiture pour faire le tour parce que j'étais fatiguée. D'ailleurs après j'ai fait de l'anémie et j'ai été très fatiguée. Et alors le hasard a voulu qu'il me donne comme chauffeur un frère de Lucien Cournil, que vous connaissez. Voilà. Et il nous a séparés, la famille Cournil qui est voisine de chez mon mari, on s'est retrouvés chez eux, vous voyez. Et ça a été un moment très, très émouvant. Les miliciens sont venus une fois, d'ailleurs ils sont venus chez cet ami camarade-là. Ils venaient de rentrer, de distribuer des tracts. Et la veille, on avait tapé à la machine, faire des tracts et tout ça. Il y avait même quelques armes parce que lui, il était en relation directe, active, et même il conduisait les groupes d'un endroit à un autre. Vous voyez, ils avaient camouflé sous le foin ou sous la paille une machine à écrire, des armes. Et les miliciens sont venus le lendemain. Et bien, ils ont marché partout, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et alors, une fois, donc, on avait été prévenu par lui qu'il y avait encore une visite importante de miliciens. Mon père est parti dans la nature, je ne sais pas où. Moi, j'ai été hébergée dans une famille à Thiviers de braves commerçants quincailliers que nous aimions beaucoup, que je suis allée sous le conseil de mon père chez eux. Ils m'ont hébergée plusieurs jours en attendant que l'orage passe. Et voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas, au départ, je pense qu'à la mort, on n'y passe pas. Je ne crois pas, on n'y passe pas. Je vois les jeunes qu'on a connus, qui ont fait les premiers maquisards, puis ensuite qui ont été les responsables de groupes. Non, je ne crois pas qu'ils y passent. Ils n'y passaient pas. Il fallait le faire, c'était tout. C'était une nécessité vitale de s'organiser contre l'occupant, contre Vichy. C'était une nécessité vitale. Avec mon vélo, j'ai fait le tour souvent du département pour aller à la rencontre de ces jeunes. Et dans les familles où j'allais, eh ben c'était là.
un bonheur de se retrouver après le vécu qu'on avait eu, l'inquiétude malgré tout, et puis malgré tout des disparitions, des atrocités commises par les Allemands, on était heureux de se retrouver, voyez. Il y avait une chaleur toujours, et puis qui existe toujours lorsqu'on retrouve des connaissances de cette époque, cette fraternité est toujours la même. C'était extraordinaire de vivre des moments comme ça. Dans nos esprits, dans nos cœurs, dans notre... C'était une période qui était quand même extraordinaire. C'est une période où tout le monde, tous les gens, de même obédience, hein, je vais dire, qui partageaient les mêmes sentiments, étaient très proches, où on avait une fraternité extraordinaire, une solidarité, bon, c'était merveilleux. Et à la Libération, peu de temps après, tout a été fini. Parce qu'on ne vivait plus des temps d'exception, c'était fini. Donc les gens reprenaient leur rythme de vie, leurs intérêts pour... Voilà, moi ça m'a beaucoup gêné ça après. Parce qu'on avait vécu des périodes exaltantes. Pour une gamine de 17 ans, moi je n'ai eu aucun mérite et aucun courage. C'était organisé. Moi j'étais plutôt pour les attaques, faire sauter une voie ferrée ou un truc comme ça. Vous voyez, c'était organisé. Et voilà. Je vous dis pas tout, bien sûr. il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, quand on reste dans les bois comme ça, il faut être jeune. Et quand on est jeune, on fonce. Mais des fois, c'est dangereux. De toute façon, on savait ce qui nous attendait. Si on se faisait prendre, ça, il ne faisait pas de... On était considérés comme morts. Il vient me trouver, il me dit, les 2 gars qui ont fait arrêter Jackie sont dans un café à la 12, ils sont en train de casser la croûte. Alors moi, 2 ou 3 gars dans une voiture, à la 12, j'arrive là, je vois que c'est pas eux, quoi. Je vois que c'est pas eux. Bon, je les interroge, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Un grand gars, un autre un peu moins, qu'est-ce que vous faites dans la région? On achète des pots, disait-il, parce qu'il y avait de l'abattage clandestin, et il y avait ces pots de bêtes, de veaux, de vaches, etc., aller dans les tanneries. On achète des pots. Mais ils étaient bien habillés, tous les deux, etc. Je dis, ça marche pas. On regarde vos poches, les gars, faites voir ce que vous avez là-dedans. Alors, bon, oui, c'était l'habitude. Là, vous les fouillez, vous vous êtes armé, vous leur pointez une arme oui, sur eux. On regarde, mais bon. Alors, les poches, et puis, bien, des bricoles, et puis un petit calepin, grand comme ça. Je le vois encore. Tout petit calepin, je regarde, je le lui rends, et puis je dis, donne. Il y avait quelque chose qu'il m'avait... Alors il y avait un triangle dans ce machin-là, un triangle avec des initiales ST, SP, L et TH. Alors je dis TH, ça doit être Tenon, la 12, Saint-Pierre-Signac. On était là-dedans. Oh, j'ai dit les gars. Allez, je dis bon, je vais monter en voiture. Et puis on va en route comme ça, et on parle en route tranquillement, quoi. Ils sont là, il y a 2 gars à côté, on est 5 dans la voiture, mais parce que quand on fait comme ça, on emmenait des gars quand même qui étaient solides. Et puis on marche en route, est-ce que vous avez rencontré des gens, etc. On a parlé tranquillement. Et puis on arrive là, dans où un certain nombre de nos gars logeaient, c'était une maison, mais il y avait une porte qui fermait à clé, on les met là-dedans, on les laisse 3-4 heures, et on en fait sortir un.
Bon, on parle avec lui, il dit pas grand-chose. La main d'un côté, l'autre sort. On lui dit, écoute, on a tenté le coup, hein. On lui dit, écoute, tu n'as pas de vin, ton copain vient de vendre la mèche. Le gars se met presque à chialer. C'était des jeunes, parce qu'ils ont utilisé à un moment donné des gens, on en a arrêté un d'ailleurs, de ceux-là, des gens qui étaient des agents de renseignement qui parlaient la langue allemande et qui parlaient bien notre langue, mais qui avaient toujours un peu l'accent. Et il y en a beaucoup trop qui ont été coincés, parce que les gens disent qu'est-ce que c'est que cet accent, on a pris en Corrèze comme ça. Et puis le gars, il s'effondre. Je lui dis ok, on peut avoir confiance, etc. Et puis je dis maintenant, il faut parler les gars, hein, parce que nous, on n'a jamais mascagné pour faire parler. Mais là, on lui a dit, il faut parler, quoi, il faut... Et puis, ils nous ont dit qu'ils venaient de Limoges pour prendre des renseignements et qu'ils se préparaient quelque chose. C'est la vraie mère qui devait venir en Dordogne. Seulement, ces gars-là, qui avaient pris des contacts, qui avaient pris, ils étaient dangereux. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors moi, j'ai dit aux gars, parce qu'on n'a jamais mascagné, on n'a jamais... J'ai dit aux gars, 2 gars sûrs, qui étaient... Vous les emmenez, vous les faites passer devant, et puis pan, tranquillement, pan, et puis ça y est. Sans, hein. Mais voilà, par exemple, il y a des moments où il faut... Il y a 107 personnes du département de la Dordogne qui ont accepté pour de l'argent d'être rétribuées pour faire du renseignement pour le service de la Gestapo qu'on appelait le SD. 107 personnes, ça veut dire 2 par canton. Et c'est pour ça que la population a payé un lourd tribut et que s'il y a 4300 maisons qui ont été brûlées, c'est que ceux-là étaient sur place et savaient qui, etc. J'ai trouvé cette liste de 107, je l'ai trouvée aux archives de Bordeaux. Mais on ne l'a jamais publiée, nous. Et la résistance était finie quand j'ai trouvé la liste à Bordeaux, hein, aux archives de Bordeaux. Mais on ne l'a jamais publiée parce que les enfants et les petits-enfants ne sont pas responsables des bêtises qu'ont fait les parents, quoi. On n'a jamais publié la liste. Bien entendu, ils ne connaissaient pas les résultats, mais ils étaient volontaires pour sauver leur pays et leur liberté. Il fallait mieux, comme on leur disait, mourir debout qu'à genoux. C'est nous qui n'avons pas voulu les suivre dans leur démarche, les Allemands. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient pour nous, les Allemands? D'abord, ils voulaient la France pour eux, parce que le fameux espace vital dont on parlait à l'époque, on n'en parle plus du tout maintenant, mais vous en avez entendu parler. À l'époque, les Allemands avaient besoin d'un espace vital. Ils étaient nombreux, leur pays était trop petit et ils voulaient s'élargir. Donc la France était une belle aubaine pour eux. Un manque de peau, on n'avait pas envie d'être allemand. Moi, j'avais pas du tout envie d'être allemand. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment il fallait une dose d'inconscience aussi pour faire ce qu'on a fait, mais on ne s'en rendait pas compte à l'époque. Et pourquoi certains de vos copains d'enfance et tout n'étaient pas du tout en accord avec ça? Parce qu'ils n'étaient pas, ils étaient moins aventureux, sans doute. Hein. Il y avait une part d'aventure là-dedans, hein, de se lancer dans le danger. Je ne sais pas pourquoi les gens grimpent sur l'Himalaya et tout ça. On peut se dire, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Hein. Cet homme qui marche dans la forêt peut nous raconter cette histoire tout droit sortie d'un cauchemar. C'était la France de 1940 à 1945. Bien des années après la libération, Martial Faucon rêvait parfois qu'on le poursuivait, qu'on le traquait, qu'il était recherché. Ce sont des rêves de résistants. Mais nous n'avons pas rêvé. Nous avons bien été libérés par ces gens, par les Alliés et les résistants. Par ces gens qui risquaient leur vie au détour de n'importe quelle route, chemin, parole. Par ces amis qui, eux, entendaient le vol noir du corbeau sur nos plaines.
alors que d'autres ne l'entendaient pas. Couche là, là, mon gros, là, couché. Voilà, gentil, mignon, couché, couché César. J'ai dit couché César. César, j'ai dit couché. Couché César. Je voudrais bien ne pas. Est-ce que vous avez vu cette vue extraordinaire?